Nous sommes mercredi 21 juillet 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de journal en français dont voici d'abord les titres. Le parti RDB alerte sur un plan de rapatriement forcé de certains politiciens en exil se trouvant en Tanzanie. Cela pourrait avoir des conséquences de tromper les réfugiés que le Burundi est en paix alors que la machine à tuer reste active. Vous aurez les détails dans un entretien avec Jérémy Milani, président de ce parti RDB. Les massacres des étudiants Tutsi du campus Kilili ne sont pas connus, mais c'est une triste réalité. Au moins 6 personnes, dont 4 étudiants, ont succombé dans une attaque probablement menée par les rescapés des massacres des étudiants Hutus de l'université du Burundi du campus Mutanga, perpétré le 11 juillet 1995. Et au cœur de la société, vous suivrez la vie des filles et mères du camp des réfugiés de Mahama. Voilà pour les titres. Rebonjour, c'est un fait qui a été occulté par d'autres événements depuis 25 ans. Il s'agit d'une attaque armée dans les enceintes du campus Kilili. L'attaque a été menée dans la nuit du 20 au 21 juillet 1995 par le groupe rebelle naissant du CNDD. Le groupe comprenait dans ses rangs d'anciens étudiants rescapés du massacre d'étudiants Hutus le 11 juin la même année. L'attaque a fait plusieurs victimes qui semblent classées aux oubliettes, n'est-ce pas Bertrand Ngandakouliou? Le nombre de victimes au campus Kilili expliquait-il le fait que cette attaque passe inaperçue? 7 personnes sont mortes, tuées à bout portant devant le restaurant du campus. Parmi les victimes, un employé et 6 étudiants. Il faut dire qu'une année plus tard, à la même date, 648 personnes étaient massacrées par le même groupe rebelle CNDD dans le camp de déplacés d'Obugendana en province de Gitega. Depuis, les yeux et la mémoire sont tournés vers ces derniers. Mais les étudiants qui logeaient au campus Kilili cette nuit-là, eux, n'ont pas oublié. Au contraire, c'est le cas de Lambert Nyonzima, alors étudiant à l'Institut technique supérieur. Il décrit une nuit cauchemardesque. L'attaque a commencé le soir vers 20h. C'était la période de restauration. Les étudiants, beaucoup d'étudiants étaient au restaurant. Et les assaillants sont venus des collines surplombant le campus. Ils sont entrés par le côté sud où se trouvait le restaurant. Alors ils ont envahi le restaurant, ils ont tiré à tort et à travers sur les étudiants. Les étudiants ont fui. La garde des gendarmes qui sécurisaient le campus était constituée de moins de 10 gendarmes. Ils ont quand même essayé de défendre les étudiants, de se défendre. Et c'est plus tard, vers 20h, 23h, qu'un blindé est venu du palais de Kilili. Il est venu appuyer, renforcer la position de gendarmes qui sécurisaient le campus. Et ainsi, les assaillants ont été refoulés. Après l'attaque, on a commencé à faire le décompte des bavures. On a compté, il y a eu 7 morts, 6 étudiants et un travailleur de la cuisine. Les assaillants, ils étaient du mouvement CNDD qui opérait surtout dans le quartier Kamenge. Oui, c'était là le fief. Ces assaillants étaient accompagnés des rescapés, des étudiants Hutus rescapés du massacre de juin de la même année au campus Mutanga. Ils ont été reconnus par certains étudiants rescapés de Kilili. Le silence sur ce mortel incident serait-il lié à des raisons politico-ethniques? C'est en tout cas ce que pensent certains observateurs
Tant l'attaque sur le campus Kiriri semble davantage être un acte de représailles contre des occupants d'ethnie Tutsi suite au massacre d'une centaine d'étudiants Hutus au campus Mutanga. Cette dernière tuerie est condamnée à l'unanimité et sa commémoration est soutenue jusqu'au plus haut niveau de l'État. Selon les mêmes observateurs, se souvenir des uns en ignorant les autres peut saper le processus de réconciliation et de pardon dont le pays a tant besoin. Merci à Bertrand Ngendakoudi. Le Parti Rassemblement des démocrates du Burundi a affirmé détenir des informations selon lesquelles il y a certains réfugiés politiciens pris en otage par le gouvernement burundais en collaboration avec celui de la Tanzanie afin qu'ils rentrent au Burundi. Jérémy Minani, président de ce parti, prévient les Burundais qui ont fui de ne pas tomber dans le piège de ces politiciens qu'il est le manque qu'il y a à la paix au Burundi si un réfugié veut rentrer et qu'il rentre en sachant que c'est le même gouvernement qu'il avait fui. Suivez Jérémy Minani. Tout d'abord, nous avons reçu des informations consistantes des services de renseignement tanzaniens et burundais faisant état d'une probable refoulement, d'une probable extradition des politiciens burundais se trouvant en Tanzanie, mais sous une opération déguisée à retour volontaire, alors qu'en réalité, ce sont des politiciens qui seront arrêtés et remis au régime burundais sous une étiquette de retour volontaire, alors qu'en réalité, il s'agit d'un retour forcé. Ça sera un retour, entre guillemets, volontaire, mais un retour forcé, ou si on peut l'appeler ainsi, un refoulement pur et simple. Alors, ceux qui ne vont pas être roulés dans cette manipulation seront obligés de rentrer après la décision de la Tanzanie de fermer les camps de réfugiés, parce qu'il y a, après cette manipulation, cette opération manipulation, il est prévu de fermer tous les camps de réfugiés burundais en Tanzanie, et comme ça, tous les réfugiés seront obligés de retourner dans le pays. Alors, à la base de ce plan, il y a effectivement l'arrestation de certains opposants burundais se trouvant en Tanzanie, qui seront utilisés pour manipuler les réfugiés, volontairement ou de gré ou de force, parce qu'apparemment, ils n'auront pas beaucoup de choix. Ils auront le choix soit de coopérer avec les deux gouvernements pour manipuler les réfugiés et les sensibiliser au retour volontaire, soit accepter d'être remis au renseignement burundais avec le risque qu'ils soient exécutés comme l'ont été d'ailleurs dans le passé d'autres réfugiés burundais qui ont été arrêtés en Tanzanie puis remis au renseignement burundais. Et le gouvernement du Burundi n'a pas accès aux réfugiés qui sont au Rwanda, c'est pourquoi il les demande de rentrer. Et c'est le contraire avec les réfugiés qui sont en Tanzanie. Encore une fois, suivez Jérémy Minani, président du parti RDB. Il y a aussi une volonté, comme je venais de le dire, de sensibiliser les réfugiés qui, dans la majorité, ne savent pas la réalité du Burundi, de retourner pour leur dire que tout va bien, que le régime Nkurunziza n'est plus là, qu'il y a un nouveau gouvernement, alors qu'en réalité, ceux qui ont torturé ces réfugiés, ceux qui ont massacré la population civile en 2015 et qui continuent de le faire, sont maintenant les gestionnaires de l'État burundais. Bref, il n'y a rien qui a changé, mais le gouvernement tanzanien veut faire croire aux réfugiés que tout va bien, que la situation est maintenant propice au retour volontaire. Ce n'est pas le cas au Rwanda, parce que le gouvernement rwandais ne veut pas se laisser manipuler par le régime burundais. Il ne l'a pas accepté depuis 2015. Alors, le gouvernement burundais sait qu'il ne peut pas compter sur le gouvernement rwandais pour forcer les réfugiés burundais de retourner. Alors, il préfère cette fois-ci sensibiliser les réfugiés en utilisant des mensonges et des manipulations pour voir s'ils peuvent retourner de leur propre gré, parce qu'ils savent que ces réfugiés sont dans les mains du gouvernement, jouissent d'une protection gouvernementale et ne peuvent pas être forcés de retourner au Burundi, ce qui est le contraire
de ceux qui se trouvent en Tanzanie, qui sont livrés à la merci de deux gouvernements qui ont décidé de sacrifier les droits de l'homme pour satisfaire leurs intérêts personnels, les intérêts personnels entre les deux États. Nous poursuivons notre journal. Habyarimana Jean-Claude, qui était réfugié, est mort après 4 ans qu'il était paralysé. Jean-Claude a été torturé par les militaires de Ruzo dans la commune de Giteranyi, province de Muyinga en 2015. Après avoir été arrêté par les agents de la PAF, il a été battu plusieurs jours à l'intérieur du camp Giteranyi. Il y faisait des travaux forcés selon son témoignage à la télé Renaissance. L'Euro-Commissariat pour les réfugiés a essayé de lui trouver un pays qui pourrait l'accueillir afin qu'il soit soigné. Les procédures n'étaient pas encore terminées. Jean-Claude Habyarimana était natif de la commune Giteranyi, marié. Il laissait derrière lui 4 petits-enfants en exil dans le camp de Mahama. Avant de clore ce journal, nous nous focalisons sur la vie que mènent les filles mères dans le camp de réfugiés de Mahama à travers le magazine Au cœur de la société que nous présente Thierry Bigirindavi. Les conditions de vie dans un camp de réfugiés ne sont pas du tout bonnes en général, mais elles sont particulièrement mauvaises pour les enfants non accompagnés. Dans le camp de réfugiés de Mahama, dans le district de Kirehe, à l'est du Rwanda, il y a de jeunes filles non accompagnées par leurs familles qui y ont trouvé refuge. Des jeunes filles qui, par la suite, sont tombées enceintes. C'est sur la situation actuelle de ces jeunes filles que nous allons nous focaliser dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 18 juillet 2020. Thierry Bigirindavi est à la présentation. Soyez les bienvenus. Certaines filles dans le camp de Mahama ont eu des grossesses non désirées, ce qui les a forcées à interrompre leurs études. Niyosaba Aline a été contrainte d'interrompre l'école alors qu'elle était en 9e année. Je suis tombée enceinte, j'étais seule, je n'étais pas avec mes parents. Une certaine Jackie nous a ensuite dit que Juliette allait nous assister. Nous l'avons rencontrée, elle nous a donné plusieurs habits et de l'argent pour démarrer des activités génératrices de revenus. Elle nous a donné 450 000. Nous composons un groupe de 10 personnes. Avec un petit capital, ces filles mères avaient pu monter une activité génératrice de revenus et continuer leurs études. N'eût été la pandémie de coronavirus qui les a mis au défi. Nous avons fait le commerce de la bière, de sorgho, des beignets également. Mais avec la rentrée scolaire, nous étions obligés de travailler seulement les samedis et les dimanches. Nous sommes tombés en faillite parce que nous étions obligés d'acheter du lait pour les bébés alors que nous ne vendions rien. Nous étions également obligés d'acheter du charbon à nos nounous pour qu'elles acceptent de garder nos bébés. Comme elles nous disaient qu'elles avaient besoin d'aller chercher du bois de chauffage. Nous ne pouvions pas continuer de travailler à cause du confinement lié à la COVID-19. Mais moi, j'étais déjà finaliste à l'école secondaire. Juliette Nijimbere est la représentante légale de l'association sans but lucratif Kira Ukize et l'administratrice déléguée à la gestion journalière de la SPR Ibirezi du Burundi qui ont approché ces filles mères de Mahama. Ces deux associations les ont aidées à reprendre le chemin de l'école. Pourquoi les ont-elles choisies parmi d'autres vulnérables du camp de Mahama? On a été alertés par les personnes qui habitent dans le camp de réfugiés de Mahama et qui les voyaient régulièrement recroquevillées sur elles-mêmes. Et elles nous ont alertés et nous avons décidé de faire quelque chose pour ces jeunes. Et comme notre association Kira Ukize, qui existe depuis 13 ans, est une association qui vient en aide aux personnes en difficulté, aux personnes qui sont précarisées en fait depuis le Burundi,
et même dans les pays dans lesquels se trouvent les Burundais. C'est une association qui fait du microcrédit. Et nous avons en fait trouvé que la collaboration de Kirukidze et Ibirezi Vyo Burundi était opportune. Notre but, c'était de les lancer pour qu'elles se mettent vraiment debout. Et comme on dit, vaut mieux donner à quelqu'un le matériel pour pêcher plutôt que de lui donner un poisson tout fait qui va le nourrir une seule fois et qu'après il va de nouveau demander. Et donc voilà, nous leur avons appris à pêcher, donc en leur expliquant qu'il y avait moyen, qu'elles pouvaient faire un projet, monter un projet qui les intéressait. Et elles l'ont fait parce qu'au retour, quelques mois après, nous avons eu un projet qui était tout écrit d'elles-mêmes et un petit projet, mais qui était quand même porteur. Et ce petit projet consistait à la fabrication des beignets, mais également à la fabrication de la bière de sorgho. Une année après, lorsque nous sommes retournés en 2019, nous avons retrouvé les jeunes filles très épanouies, très sûres d'elles-mêmes et avec l'envie d'aller vers l'avant, l'envie de vraiment continuer à travailler. Elles nous ont même dit qu'elles étaient retournées à l'école et qu'elles avaient pu trouver des mamans dans les camps qui gardaient leurs enfants pendant qu'elles allaient à l'école. Juliette Nijimbele se dit satisfaite par le travail déjà réalisé. Elle souligne aussi quelques défis déjà rencontrés. Le premier objectif que nous nous étions fixés, c'était vraiment ce sourire de ces jeunes mères, c'est cet épanouissement personnel de ces jeunes mères. Et cet objectif-là est tout à fait rempli, donc il est atteint. L'autre objectif, c'était que ces jeunes mères puissent aller à l'école et qu'elles aient un diplôme et qu'elles puissent s'épanouir aussi dans la vie professionnelle. Donc ça, c'est encore en cours. Donc cet objectif d'aller à l'école, il est également atteint. Maintenant, est-ce que leur commerce continue à bien fonctionner? Ça, c'est justement la question qui est pour le moment problématique, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le prêt qu'on leur a donné, l'objectif c'était de pouvoir se nourrir, se vêtir et ensuite avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir prévenir les risques, les menaces qui sont là. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Elles gèrent très bien leur caisse. Le problème qu'elles ont eu, c'est juste la précarité, la pauvreté qui était là et qui a fait qu'elles ne puissent pas vraiment mettre de côté comme c'était prévu. Mais je pense que dans l'avenir, elles vont le faire. Pour que ces jeunes filles puissent reprendre leurs études, elles avaient besoin d'une nounou. Dans ce cas de réfugiés de Mahama, certaines femmes, à l'instar de Françoise Murekerisoni, ont accepté de prendre soin de bébés pour permettre à leur mère d'aller à l'école. Françoise Murekerisoni s'est entretenue avec Parfait Mudasigana de la radio Inzamba. Ces filles ont eu beaucoup de difficultés car elles n'avaient pas fui avec leurs parents. Elles ont commencé à mettre au monde des enfants non désirés. Elles vivaient seules, des filles célibataires. Avec le projet qui aidait les filles mères pour qu'elles retournent à l'école, il s'est posé la problématique de savoir qui va s'occuper de leur bébé puisque ces filles mères n'avaient pas de famille. Nous avons pris la décision de garder ces enfants pour que leur mère puisse aller à l'école. Nous étions conscientes que les écoles étaient leur avenir. Nous avons pris cette décision en tant que mère, nous aussi.
Une grossesse non désirée pour une jeune fille qui est encore sur le banc de l'école l'empêche de continuer ses études. Il lui arrive souvent de désespérer. Si par chance elle retourne à l'école, elle est psychologiquement renforcée, selon la psychologue Nadine Nyongabo. Les conséquences psychologiques qu'on observe sur la fille qui tombe enceinte étant toujours au banc de l'école, étant jeune, la jeune fille a peur. Elle a peur de la société, de sa famille. Ça peut arriver que ses parents la chassent. La société la bannit, la prenne comme une prostituée. Tout cela peut causer l'angoisse, la dépression, le mépris de soi sur elle-même. Il y a celles qui ne se supportent pas. Il y a celles qui préfèrent se suicider. Lorsqu'elle arrive à retourner à l'école, elles se rétablissent. Elles se rétablissent psychologiquement. Parce que si elle arrive à retourner à l'école, c'est qu'elle a eu un soutien émotif, un soutien psycho-affectif de sa famille, de la part de la société. Nadine Nyongabo était au micro d'Emile Nibasumba de la radio RPA. Les filles mères de Mahama qui avaient abandonné l'école ont retrouvé le goût de la vie après l'assistance des associations Kila Ukize et Ibirezi du Burundi qui les ont aidés à réintégrer l'école. Voilà, c'est par son magazine que je mets un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.